m'appelle Irène Rina Fermont. J'ai fait mon alia il y a 8 ans, en 93, ça fait même un peu plus que 8 ans. Et dès mon arrivée, je savais que je voulais créer cette association. C'est une association internationale qui s'appelle ISOP, International Society of Pharmacovigilance. Et je voulais créer un SNIF, un chapter, ce qu'on appelle un chapter israélien. Parce que c'était le domaine dans lequel je travaille, qui est la pharmacovigilance, c'est l'étude des effets secondaires et leur analyse et leur prévention. Donc c'était un domaine qui était très peu développé en Israël. Et comme je savais que je pouvais apporter quelque chose, donc c'était une des choses que je pouvais amener avec moi. Et je pense que c'est très important quand on vient en Israël de se dire qu'est-ce que je peux amener à ce pays. Je ne suis pas venue très jeune, même si ça fait très très longtemps que je voulais venir. C'est vraiment un rêve de 40 ans. Et quand je suis arrivée, je me suis dit qu'est-ce que moi je peux amener à ce pays. Et c'était mon savoir, mon expérience, qui était une expérience assez importante, qui était non seulement au niveau français, mais aussi au niveau international. Donc j'ai commencé, dès que je suis arrivée, j'ai commencé à travailler. J'ai préparé mon alia pendant au moins 3-4 ans. Et le jour de mon alia, j'avais déjà un travail. C'est-à-dire que j'avais tout préparé pour pouvoir travailler. Donc je travaillais. En parallèle, j'ai créé une société de consulting. Et donc je faisais du consulting pour l'industrie pharmaceutique. Le but, c'était d'aider les industries pharmaceutiques israéliennes à exporter leurs produits. Et pour ce faire, il fallait absolument qu'elles soient au niveau des standards de sécurité, donc de pharmacovigilance, de sécurité des médicaments, et qu'elles le connaissent. Donc il fallait, les former, 2, les mettre à jour, et on ne peut pas aborder le marché israélien ou européen ou américain sans passer par ces standards. Donc c'était ça mon travail. Et j'ai adoré ce que j'ai fait, voilà, en tant que consultante. En parallèle, j'ai créé l'association. Alors, ma formation de départ, je suis médecin, je suis immunohématologiste, j'ai travaillé dans une banque de sang. Et je me suis occupée, j'ai commencé dès le début de ma carrière, j'ai commencé par m'occuper de la sécurité des transfusions du sang. Et ensuite, je suis allée plus vers la sécurité des médicaments, et aussi bien au niveau français, dans l'industrie pharmaceutique, ou comme prestataire de services, ou dans des sociétés prestataires de services. Donc j'ai créé une trentaine, ou si ce n'est pas plus, d'organisations de pharmacovigilance à l'intérieur d'un laboratoire ou en outsourcing pendant toute mon activité professionnelle. Et quand je suis venue ici, j'ai continué au niveau professionnel. Et puis c'était très important de pouvoir amener ce savoir, cette expérience, parce qu'elle était vraiment balbutiante. Ce qui s'est passé, c'est que à peu près l'année où j'ai fait mon alia, il y a eu un grand scandale en Israël avec un médicament qui s'appelle L-Troxine, qui est donné pour les gens qui ont des problèmes de thyroïde. Et il y a eu un problème avec le laboratoire qui a changé un petit peu les composants, mais pas le principe actif, juste ce qui enrobe. Et malgré ça, ça a déséquilibré le niveau hormonal des gens qui avaient des problèmes d'hormones thyroïdiennes. Comme le lévothyrox. Exactement, c'était exactement la même histoire. Donc, le problème, c'est qu'en Israël, personne n'était préparé. À ce moment-là, moi, j'avais commencé à donner des cours au ministère de la Santé, et gratuitement, pour leur dire, mais vous avez un niveau de pays sous-développé, alors vous avez des prix Nobel,
Donc, c'est pas possible que vous restiez à ce niveau-là. Donc, j'allais leur donner des cours sur où est-ce qu'on en était au niveau européen, quelles étaient les nouvelles réglementations. Et à chaque fois, ils me disaient, ah oui, mais on n'a pas de sous, on n'a personne, on n'a pas de personnel. Et j'ai même contacté des sociétés, dont la société qui a pris de plein fouet le problème de l'électroxine, et qui a dit, ah ben non, nous on est juste on revend juste les médicaments. Pour la pharmacovigilance, c'est fait par les maisons mères qui sont en Europe ou aux États-Unis. Malheureusement, il y a eu un problème où personne n'a vraiment bien assumé. Il y a des tas de pays où ça s'est très bien passé, et il y a deux ou trois pays où ça s'est mal passé, enfin, surtout en Israël d'ailleurs. Et ce qui s'est passé en Israël, c'est que tout d'un coup, il y a eu des gens qui n'étaient pas prévenus et qui se sont retrouvés en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie, et donc qui ont très très mal réagi. Vous imaginez la même chose avec un diabète à qui on donne de l'insuline et que tout d'un coup on change un tout petit peu, un petit peu de sucre à l'intérieur du produit, et ça change complètement l'équilibre. Donc c'est la même chose. Donc un diabétique qui perd son équilibre, c'est catastrophique. Donc c'est la même chose. Et là, le ministère de la Santé s'est retrouvé avec des centaines et des centaines d'appels avec personne pour les gérer. La société qui vendait le produit, qui distribuait le produit en Israël, s'est retrouvée avec une personne qui ne connaissait pas bien ce domaine-là, qui ne savait pas gérer un problème grave, en tous les cas pas une crise de pharmacovigilance, et qui s'est retrouvée avec 800 appels en un mois, elle ne pouvait pas gérer. Donc en fait ça a été une panique. Il y a eu la télévision, la radio, tout le monde qui a amplifié, qui disait n'importe quoi, il y a eu des procès. Donc là c'était une vraie crise. Il y a eu un rapport à la Knesset qui a dit la pharmacovigilance ici elle est nulle, il faut créer un vrai service. Donc ils ont créé un vrai service de pharmacovigilance. Ils ont écrit une nouvelle réglementation calquée sur la réglementation européenne. Le ministère de la Santé m'a approché, parce que en fait j'étais à peu près la seule qui faisait la pharmacovigilance en Israël, à part Teva. Donc ils m'ont approché en me demandant d'écrire un white paper pour expliquer la situation en Israël, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, comment j'analysais la situation. Donc en fait je leur ai fait ce white paper dont ils se sont inspirés, et j'ai pas été payée pour ça d'ailleurs, hein, bien sûr. Donc ça fait partie de mon sionisme, on va dire. Et à ce moment-là, c'était très important qu'il y ait une nouvelle réglementation, et les gens ne savaient même pas ce qu'il fallait faire. On leur disait, il faut que vous ayez un responsable de pharmacovigilance. Ça veut dire quoi? Il faut que vous fassiez tel rapport et tel rapport, mais ça veut dire quoi? Donc en fait, on a commencé comme ça, et le ministère de la Santé est venu avec nous dans plusieurs des réunions, et on a commencé par aller surtout dans les sociétés à qui on demandait il y avait des nouveaux règlements il fallait absolument qu'ils sachent ce qu'ils voulaient faire, ce qu'il fallait faire. Donc on a commencé comme ça, aller d'une société à une autre. On a commencé par Teva, on allait chez... il y avait Merck, on a fait comme ça plusieurs sociétés, et donc tout ça c'était toujours gratuit bien sûr, et ensuite l'association des pharmaciens a repris le flambeau et a créé un forum de pharmacovigilance. Donc ça, il y avait une continuité qui était assurée, et nous de notre côté, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois que ça c'était déjà en route, on a fait un symposium. On a fait un symposium, ça m'a pris 3 ans pour le préparer, parce que je l'ai proposé au ministère de la Santé, on ne voulait pas. Je l'ai proposé à des sociétés, à des sponsors. Personne ne voulait ni nous sponsoriser, ni nous aider, ni être... Bon, finalement, on avait quand même beaucoup d'associations qui étaient partenaires, et on a quand même, comme je suis très têtue, on a quand même réalisé ce symposium, qui est un symposium international, avec des intervenants israéliens et des intervenants du monde entier, de très très haut niveau, et c'était sur 2 jours. On a beaucoup parlé de l'erreur médicamenteuse,
et de comment éviter l'erreur médicamenteuse, quelles sont les règles et quelles sont les méthodes. Donc on avait un professeur du Canada qui est venu, qui a parlé des opioïdes. Et on a beaucoup parlé aussi, on a fait venir Sheba, on a eu une session entière sur l'hôpital Sheba, parce qu'eux sont très concernés par ça. Ce qui est important pour moi, c'est que la pharmacovigilance, donc la sécurité des médicaments, c'est pas le travail d'un expert. Oui, il faut une expertise, bien sûr, finale, mais je pense que prescrire un médicament, il faut dispenser un médicament pour un pharmacien, administrer pour une infirmière ou un infirmier. C'est à ce moment-là aussi que peut se passer des problèmes. Il faut savoir quand même que les effets secondaires des médicaments, c'est 4e à 5e cause de mortalité dans le monde. Pour les États-Unis seuls, c'est 250 000 morts par an. Donc voilà. Et en France, je crois que c'était 5 ou 10 000 personnes par an aussi, je crois, sur la mauvaise attribution des médicaments, voilà. Enfin en tout cas donc, en des fait, effets secondaires. Je me disais, si on pouvait consacrer un tout petit peu d'énergie de ce qu'on a consacré pour le Covid, pour parler de la... Il y a tellement de méthodes qui existent pour baisser l'erreur médicamenteuse, que je pense que c'est d'abord un problème de santé publique qui doit concerner tout le monde, y compris les malades, et que il y a une prise de conscience qui n'existe pas. Donc les sociétés pharmaceutiques, elles ont des réglementations et c'est obligatoire. Donc elles ne peuvent pas faire autrement. Donc elles le font. Mais dans la chaîne du médicament, il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique. Il y a aussi le médecin, le pharmacien, le patient, l'infirmière. Donc en fait, le but, moi, de cette association, c'est d'arriver à sensibiliser le fait que c'est un problème de santé publique qui est multidisciplinaire et qu'on doit l'aborder de façon multidisciplinaire. Donc, inclure des médecins, inclure des pharmaciens, inclure des patients et leur donner une information qui puisse les aider à baisser le nombre d'effets secondaires. Deux autres actions à ce moment-là, on s'est dit, voilà, il y a un type de médicament, une classe de médicaments qui s'appelle les anticoagulants, où on sait que le risque est très important. Le bénéfice est immense et le risque, il est important. Donc c'est très important de bien savoir gérer, de bien savoir prévenir les effets secondaires qui peuvent être catastrophiques. Mais d'un autre côté, le bénéfice, c'est vraiment, ça sauve les vies. Donc comment le gérer le mieux possible pour que le bénéfice soit le plus haut et le risque le plus bas. Donc on a fait, à part le congrès, on a fait deux autres actions. On a fait un premier projet à l'hôpital Mayana Yoshua. Parce que j'ai rencontré une jeune femme super géniale, qui est une francophone, qui était directrice adjointe de la pharmacie de Mayana Yoshua. Et j'ai créé un modèle, c'est-à-dire j'ai mélangé plusieurs outils et méthodes pour baisser les risques des médicaments anticoagulants. Et elle a dit, je gère le projet dans mon hôpital. Elle l'a fait pendant 1 an et demi. Elle a traduit tous les outils en hébreu. On a même une application pour déclarer les effets secondaires qu'on a traduite en hébreu. Et c'était très compliqué parce que c'est une société française qui nous a fait ça, ce sont des amis, et qui nous a fait ça bénévolement, c'est-à-dire que c'est du sponsoring, et qui nous a traduit. Et si n'importe qui aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde, peut déclarer un effet secondaire, soit un patient, soit un médecin, soit un pharmacien, et ça va directement au ministère de la Santé et directement sur notre base de données. Donc en fait, malheureusement, au moment où on allait le mettre en place,
ça a été au moment du Covid. Donc tout s'est un peu arrêté, tout a été... et on a toujours cette application qui est prête, qui aurait pu servir pour les médicaments utilisés dans le Covid, pour le vaccin. Comment s'appelle-t-elle? L'application s'appelle My Ear Report. Et donc je peux évidemment donner le lien pour cette application, puisqu'elle marche. Et donc en fait, on a pu montrer comment ils sont passés dans chaque département, ils ont formé les gens, ils ont mis en place des procédures, et ça a été vraiment un projet pilote. Et en parallèle, on a fait avec Superfemme, a fait une action pendant 6-7 mois. On a fait ça avec l'association des pharmaciens. Et c'était une association, où c'était un projet où on parlait, d'abord on a formé tous les pharmaciens sur les anticoagulants de façon très très pointue. Ensuite, quand ils avaient un patient qui avait des anticoagulants, ils vérifiaient plusieurs points. Ils regardaient si le patient avait bien compris, si la dose était bonne, s'il n'y avait pas d'interaction. Et donc, on avait aussi des résultats qu'on a pu montrer pendant notre symposium. Donc en fait, on ne se contente pas juste de formation, on fait aussi des projets Tachles, moi j'aime bien, et puis surtout c'est très, très original. Donc on l'a présenté dans plusieurs congrès. Moi j'ai présenté ces 2 projets au congrès annuel de l'ISOP qui est à Genève. On a créé des papiers, voilà. Donc ça c'était jusqu'au Covid. Après le symposium, on devait faire, j'avais un programme de workshop à l'hôpital, à l'université Ariel, etc., à Dassa. Et une fois que le programme était prêt, c'était beaucoup d'énergie et de temps pour arriver à le préparer, d'aller voir les gens à Ariel, les convaincre, ensuite, bon. Et le Covid arrive, donc tout est arrêté. Et là, je me suis dit, on peut apporter quelque chose d'autre. Et je pense que cette année, on a vraiment été très utile.